J'ai découvert au fur et à mesure que mon personnage donc écrivait ce journal, j'ai découvert qu'une des choses que produisait ce retrait dans le silence, ce qui n'empêchait pas d'aller pour les nécessités vitales dans la ville, la petite ville, que tout d'un coup il avait un œil et une oreille aiguisés et qui lui faisait voir le monde avec une acuité différente. Et en l'occurrence, le passage que je vais lire se passe dans un supermarché. Alors j'aurais bien dû... Donc ce matin, poussant la porte du supermarché, bien campé dans mon rôle, j'entrais en force. Donc le rôle, c'est qu'il entre dans le supermarché en tant que personne qui ne parle pas, qui se fait comprendre comme il peut. Quand je remplis le panier que j'avais pris à l'entrée, je me suis dirigé vers la caisse la plus proche, sans me soucier que ce fût aussi celle où s'étirait la plus longue queue. Ou peut-être justement pas fâché d'avoir à me régler sur cette lenteur, et l'occasion d'y faire quelques menues observations, ne fût-ce que celle navrante du rapport presque automatique entre l'apparence des clients et le contenu de leur chariot. Avant même d'être dans cette queue, conduit par une fatalité qui semblait me les faire suivre à la trace, je n'avais pas pu ne pas remarquer au détour des allées un couple mère-enfant, comme on en voit, me semble-t-il, de plus en plus souvent, qui, si on est en soi peu vulnérable et susceptible d'identification, vous mène parfois jusqu'au vertige au bord du gouffre. On voit ce bord, il brille, il brûle, tentant comme la lame d'un couteau. Il suffirait de si peu, ce gouffre où l'amour maternel peut basculer dans le meurtre. Le couple était donc là, dans cette file, me précédant de peu. L'enfant se pendait au chariot, se contorsionnait de droite et de gauche, s'étirait vers l'arrière en poussant fort avec les pieds, heurtait le chariot qui suivait, lequel se reculait d'autant, occupait aussitôt le mince espace laissé vacant jusqu'à de nouveau le heurter. Ce faisant, il levait vers sa mère des yeux vides, tandis que sa voix répétait, lancinante, inexpressive, comme épuisée, bien que ne s'épuisant jamais, « Tu m'achètes des chewing-gums, tu m'achètes des chewing-gums, dit, tu m'achètes des chewing-gums » Et rien, ni dans cette voix, ni dans ses yeux, ni dans ce corps qui maltraitait le chariot et se maltraitait lui, rien qui de près ou de loin évoqua le désir. La mère, cependant, tournée de trois quarts par rapport à lui, regardait dans le vague. C'était ce qui faisait peur, qu'elle ne répondit pas, ne réagit en rien, se tassant seulement, imperceptiblement, un peu plus à chaque coup de boutoir. « Tu m'achètes des chewing-gums, dit, tu m'achètes des chewing-gums » Puis, sans rien qui lui laissait prévoir, sur le même ton exactement, « J'ai soif, je peux boire, j'ai soif, je peux boire, dit, je peux boire » Se disant, toujours accroché au chariot, vautré dessus, il a plongé ses deux bras au milieu des produits, attrapé une énorme bouteille, l'a tiré toutes ses forces en bousculant le reste. Sa mère, d'un geste las, a tenté de s'opposer. « Pas ici, je te dis, pas ici, pas ici. » N'empêche, ça y est, il tient la bouteille, il l'ouvre. Elle bascule, la mère la rattrape de justesse, mais non sans faire gicler sur elle une partie du contenu. « Bon Dieu, tu fais chier à la fin. » Mais comme une plainte, sans libérer en rien la pression à son comble. Elle est palpable dans le silence qui les entoure. Cependant, elle a voulu s'emparer du bouchon, il lui a échappé, il roule par terre, disparaît un instant avant de ressortir, non loin de moi, de dessous un chariot. Il roule toujours, et pour finir, vient s'échouer contre une de mes chaussures. « Là-bas » hurle l'enfant. Je m'accroupis tant bien que mal entre le comptoir de droite et celui de gauche, le client de devant et celui de derrière, ramasse le bouchon, vais pour me relever, mais quelqu'un m'en empêche. C'est lui, il m'a rejoint, il est devant moi, son visage exactement à la hauteur du mien, le touchant presque. Et c'est là, je le savais depuis l'instant où j'ai commencé à écrire, j'en étais sûr, c'est là que ce qu'il me reste à dire me devient à moi-même inimaginable. Je vais le dire tout de même, je vais le dire comme une chose apprise, comme on récite une chose parce qu'on la sait, même si on ne la sent plus, même si on n'y croit plus, juste parce qu'on la sait. Je compris, à cet instant, que dès la première fois où j'avais aperçu cet enfant, où je les avais vus, sa mère et lui, circuler entre les rayons, je les avais suivis. Oui, suivis. Et maintenant qu'il était devant moi, si près de moi, maintenant qu'il tendait la main pour reprendre ce bouchon, et que je ne le lui donnais pas, que mes yeux dans les siens, je refusais de le lui donner, le gardais dans ma paume, obstinément fermée, maintenant, j'admettais que cette situation invraisemblable,
Cet invraisemblable bras de fer silencieux, lui debout, moi accroupi entre les jambes de tous ces gens étrangement muets, on n'entendait qu'une rumeur générale couverte de temps à autre par la sono publicitaire. Oui, j'admettais que je l'avais voulu. Je le regardais. Je regardais cette vilaine petite figure de la bêtise, de la méchanceté, et je pensais « Non, je ne veux rien savoir de toutes les bonnes raisons qui t'ont fait ce que tu es. Ni ta mère débordée, ni ton père sans travail, ni la télé abrutissante, ni le logement trop petit. Je ne veux pas te comprendre. Juste te dire ceci. Et je le dis. Je le dis d'une voix altérée, d'une voix que lui seul entendit. Mais je le dis. Si tu continues, elle va te tuer et tout le monde sera content. À peine l'avais-je dit que la laideur tomba, les yeux morts s'allumèrent, le voile de la bêtise avait crevé, et dessous, il y avait un enfant. Je lui ai rendu le bouchon, je me suis relevé, il a filé. Bien sûr, il a continué, mais je n'étais plus là pour le voir. Je suis sorti de la queue, j'ai posé mon panier plein, où j'ai pu, et je suis rentré. Depuis, je n'ai pas cessé d'écrire, d'effacer, de réécrire et d'effacer encore, de réécrire autant de fois qu'il l'a fallu pour qu'une espèce de jour se fasse, que l'évidence éclaire un peu ma page et me laisse apaiser. Je me relis et cette fois, plus de doute, l'épisode m'appartient. Et je me dis que si un jour la parole me revient, que je sache alors retrouver cette voix-là, cette douceur-là, cette force-là, que ce soit pour parler à Geneviève ou à n'importe qui, mais à Geneviève plus qu'à n'importe qui, c'est certain, je serai entendu.